Une coproduction Magellan et Mind. Et les racines des problèmes, elles sont intérieures, elles sont spirituelles, elles sont culturelles, elles sont psychologiques, c'est-à-dire qu'elles ont aussi à voir avec tout le système de représentation de ce qu'est la nature. Eh bien, si j'ose regarder en ça, mais la question, c'est non seulement ce que je fais, mais ce que cela me fait à moi de regarder ça en face. Et c'est là où on a toutes ces émotions qui peuvent apparaître. Au fond, on a à faire un choix entre la vie et la mort. Et en choisissant la vie, on a à mourir un certain nombre de choses, et notamment à mourir à des modes de développement, des modes d'être, des modes de faire, un système économique, des modes de production, de croissance et tout, qui nous ont conduits à la situation là où on est. Mais si on veut faire cette transition sur ces dimensions plus économiques, politiques et autres, on ne pourra pas le faire sans tout un travail de métamorphose et de transition intérieure. Reconnaître le vivant en soi, militer en conscience, regarder à l'intérieur pour mieux agir à l'extérieur. En 2022, l'organisation écologique Extinction Rébellion a organisé un week-end d'ateliers pour ses militants autour de la spiritualité. Ça a fait grand bruit, une polémique est née. Pourquoi s'intéresser à la spiritualité quand on est écolo ? De nombreux activistes ont critiqué ce mélange des genres et pourtant, dans cet épisode, c'est bien de ça dont on va parler. Qu'est-ce que la méditation a à faire avec la défense de la cause climatique ? Pourquoi, contrairement aux clichés qu'on entend tout le temps, méditer ne consiste pas à rester vissé sur son coussin en regardant le monde partir en flammes ? Dans l'entretien que je vous propose aujourd'hui, on va tenter au contraire de prendre la tangente et d'explorer en quoi précisément la méditation change la nature profonde du sens qu'on peut donner à la protection de la nature. Comment une pratique d'introspection est inséparable d'un engagement à long terme puissant, sincère et révélateur de nos propres failles intérieures et pas uniquement de celles de la société. Pour parler de tout ça, j'ai le privilège et la joie d'accueillir dans Inspire le sociologue et éco-théologien Michel-Maxime Heger, l'un des penseurs majeurs de cette question, qui a publié de nombreux ouvrages sur cette thématique et notamment le manuel de transition intérieure avec d'autres collègues aux éditions Actes Sud en 2023. C'est un livre qui sert de référence et de boussole à de nombreuses personnes engagées sur ce double chemin, celui de la protection de la nature et de la quête intérieure. Bonjour Michel-Maxime. Bonjour Colin. Peut-être pour faire les premiers pas dans cette conversation, est-ce que vous voulez juste nous retracer, vous, quel a été votre chemin personnel peut-être vers la méditation, et puis votre chemin parallèle ou consécutif vers l'engagement écologique ? Pour ce qui est de la méditation, je pense que ce qui a été déterminant, après ma formation de journaliste, je suis parti en Asie, c'était un vieux rêve comme ça, je suis resté très croché en Inde, où j'ai pu faire un certain nombre d'expériences spirituelles très fortes. Et ces expériences m'ont à travers des rencontres, des lectures, à me dire mais il faut maintenant que je m'inscrive dans une démarche de transformation, et où effectivement la méditation du coup devient un véritable outil de cette transformation, un véritable espace de cette transformation. Et ça a pris au début, c'était dans les années 1980, 70, ça a pris la forme de la méditation zen. J'étais plutôt dans ce courant, alors sans forcément être bouddhiste, mais vraiment dans le zen, qui me paraissait justement une forme de méditation très épurée qu'on pouvait absolument pratiquer sans forcément être bouddhiste au niveau de la doctrine ou de la philosophie. Et donc, c'est vraiment devenu partie intégrante de ma vie quotidienne. Et puis après, quand j'ai commencé ce chemin dans l'éco-spiritualité, l'éco-psychologie, avec en 2017 la création du laboratoire de transition intérieure au sein de 2 ONG suisses, c'était le laboratoire, donc on allait explorer, expérimenter toute une série d'espaces pour opérer cette grande reconnexion profonde au vivant, à la nature. Eh bien, c'est clair que dans toutes ces pratiques, la dimension méditative est absolument essentielle. Donc là aussi, j'aurais envie de dire, apporter encore toute une série d'autres outils ou de formes de pratiques à mon arc par rapport à ça. Une des premières choses qui me frappe dans cette thématique, c'est que souvent de l'extérieur, pour des personnes qui sont pas très familières avec la pratique de la méditation, pour eux, méditation, c'est synonyme d'immobilité.
d'inaction, parfois un peu on peut le dire, de nombrilisme. J'aurais aimé savoir pour vous, comment est-ce qu'on peut dépasser un peu ce stéréotype qui tombe évidemment très rapidement à partir du moment où on a une pratique sincère, mais comment est-ce que ça s'est joué pour vous? Alors moi, j'ai toujours eu entre guillemets, un a priori, un préjugé extrêmement positif par rapport à la méditation et puis à toutes les pratiques spirituelles. Donc, je me suis jamais posé, à vrai dire, cette question. Mais c'est vrai que je peux être confronté à ce type d'opinion et j'y ai été confronté du fait que, voilà, par mes activités de militance dans le monde des ONG, j'ai aussi été souvent dans des milieux très activistes, très justement militants, uniquement militants. Et c'est vrai que pour un certain nombre de ces personnes, ils avaient un peu cette vision-là de la méditation. Et pour moi, c'est complètement infondé. D'ailleurs, vous le dites vous-même, à partir du moment où on commence à pratiquer, on se rend compte d'abord que méditer, c'est une activité, c'est une action, même si cette action et cette activité peut prendre dans les formes, elle peut prendre des formes multiples, mais une des formes peut être simplement effectivement l'assise immobile. Mais même en assise immobile, c'est-à-dire dans une forme d'immobilité physique, en réalité, il y a un immense travail, une immense activité intérieure qui se produit en lien avec le mental, en lien avec les émotions, en lien avec les pensées, avec l'intention qu'on met là-dedans, avec le souffle. Bon, ça c'est pour le côté actif. Et puis d'autre part, alors moi je pense qu'effectivement aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le développement personnel, et là je porte aucun jugement parce que de nouveau, ça peut prendre des formes multiples, mais qu'on peut avoir des personnes qui vont entrer dans des démarches de développement personnel, je dirais d'une manière un peu égocentrée, dans la quête avant tout peut-être une forme de bien-être, mais très personnelle, très pour elle-même, alors que pour moi, la méditation, certes, a cette dimension, on va certainement y revenir, de connexion à mon être le plus profond, mais en même temps, c'est aussi une ouverture précisément à l'autre, à tout ce qui m'entoure, au vivant, au plus grand que soi. Donc en réalité, c'est une manière de se mettre en relation, en reliance avec de l'autre ou avec cet autre moi-même que peut être le vivant ou la dimension divine. Pour continuer un peu sur cette thématique, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est de voir que dans certaines approches, il y avait des dimensions très mentales qui prenaient le dessus. Et parfois, l'écologie, c'est décrit comme une sorte de système d'ingénierie globale qu'il s'agirait d'optimiser. J'ai beaucoup observé ça. Donc ce qui m'a semblé important dans cette invitation que je vous ai proposée, c'était de ramener une autre dimension, qui était peut-être une dimension qui échappe à première vue dans l'engagement écologique, mais qui est celui de fonder son action sur le cœur et sur l'ouverture intérieure. Alors d'abord, par rapport à ce que vous dites sur l'écologie comme forme d'ingénierie ou voilà avec une grande prédominance de la dimension du mental ou de la rationalité. Alors je pense que pour moi, ça relève et qui est quand même effectivement dominant de ce que j'appelle l'écologie extérieure et qui est évidemment une écologie avec des technologies, avec des lois, avec des normes internationales, avec aussi tous les éco-gestes et les changements de comportement qu'on est appelé à mettre en œuvre au quotidien. Donc, tout ça, pour moi, cette écologie extérieure, elle est évidemment absolument essentielle si on veut opérer cette grande transition écologique et sociale. Mais de mon point de vue, elle est totalement insuffisante. Et elle est insuffisante parce que, alors pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle ne va pas aux racines des problèmes. Et les racines des problèmes, elles sont intérieures, elles sont spirituelles, elles sont culturelles, elles sont psychologiques, c'est-à-dire qu'elles ont aussi à voir avec tout notre système de représentation de ce qu'est la nature. Et voilà, la nature qui a été réduite, on le sait, un stock de ressources, une marchandise, sa dimension matérielle. Donc, on a complètement une nature qui a été comme vidée, sa dimension intérieure. Un autre aspect, c'est la dimension émotionnelle. Alors aujourd'hui, qui se traduit dans des formes peut-être plus douloureuses à travers l'éco-anxiété, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vrai que souvent dans ces mouvements de militance un peu durs, un peu extérieurs, il y a très très peu de place aussi qui est donnée aux émotions. Il y a l'expression des émotions, il y a la reconnaissance des émotions. Alors que pour moi, une écologie intérieure, elle passe aussi par le fait non seulement de prendre conscience des problèmes écologiques,
de ma responsabilité, et qui n'est pas d'ailleurs une responsabilité qu'individuelle, mais qui est une responsabilité collective, qui est une responsabilité structurelle par rapport à ça, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que nous faisons en tant qu'humains à ce vivant, qui conduit à toutes ces dégradations qu'on connaît. Mais pour moi, dans une écologie intérieure, c'est aussi la question de, quand je prends conscience de ça, si j'ose entrer dans cette lucidité, c'est-à-dire que je reste pas dans des formes de déni plus ou moins larvées, ou dans des formes justement de ne voir que l'aspect il faut au niveau de la lutte, eh bien, si j'ose regarder en ça, mais la question, c'est non seulement ce que je fais, mais ce que cela me fait à moi de regarder ça en face. Et c'est là où on a toutes ces émotions qui peuvent apparaître, comme la tristesse, qui peut aller parfois chez certains jusqu'à des formes de dépression, comme la peur, l'angoisse, comme l'impuissance, le découragement, la culpabilité, la colère. Beaucoup de jeunes aujourd'hui fonctionnent à l'énergie de la colère. Et tout ça, je pense que souvent dans ce monde-là, on n'en parle pas beaucoup et c'est un petit peu voilé et puis c'est pas l'espace pour. Alors que ça me paraît absolument essentiel qu'il y ait un travail qui soit fait sur toutes ces dimensions émotionnelles. Et puis alors après, effectivement, il y a la dimension du cœur, parce que pour moi, l'engagement militant, il fait sens. Et là, vraiment, de nouveau, je parle que pour moi. Après, peut-être d'autres s'y retrouvent, j'espère, mais c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, qui va de l'être vers le faire. Et si on est uniquement dans le faire, et si on est uniquement dans l'extérieur, ce qui peut se passer et qui arrive de plus en plus, moi je l'ai vu dans les mouvements militants, et on a eu au laboratoire de transition intérieure de plus en plus de militants, de jeunes militants qui sont venus vers nous, parce qu'à un moment donné, ils sont dans des formes de burn-out et d'épuisement. Et je pense que si on n'a pas cette connexion et cette capacité à aller se ressourcer, à sortir du flux et à se reconnecter à d'autres forces, d'autres énergies, eh bien, on risque effectivement d'entrer dans des formes d'épuisement. En fait, en vous lisant et en vous écoutant, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est que je me demande si dans votre conception, quelque part, le rapport au vivant, à la nature, n'est pas un support pour la méditation, en ce sens que ce serait un révélateur, un miroir de nous-mêmes. J'avais une hypothèse à vous proposer, c'est que je me demandais si dans cette conception, le moment historique qu'on est en train de vivre était pas aussi un moment d'apprentissage très fort de notre nature spirituelle en tant qu'humanité. Comme si ce dérèglement était quelque part assez semblable à un effondrement qu'on peut vivre au cours d'une vie humaine avec des événements qui arrivent et qui sont derrière l'inconfort, la douleur et la souffrance de ces événements, en fait, des grandes initiations. Peut-être que là, c'est un pas de recul un peu large, mais je me demandais, voilà, si c'était pas finalement une grande opportunité d'introspection collective, cette crise climatique. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, comme d'ailleurs l'a été pour certains ou aurait pu l'être encore plus collectivement la pandémie avec le Covid-21, puisque là, on était à un moment donné avec le confinement au fond un peu contraint à rester à l'intérieur. Et ça aurait été l'occasion rêvée pour descendre à l'intérieur, mais de soi, et pas juste à rester enfermé dans ces quatre murs. Et oui, je pense que tout ce qui est en train d'arriver, alors il faut en même temps, je pense qu'il y a des effondrements en cours et il y a des effondrements à venir. Alors il faut pas non plus, en nier toute la dureté, toutes les souffrances que ça génère et tous les problèmes que ça va générer et que c'est déjà en train de créer. Donc là, il faut aussi être conscient de ça, c'est-à-dire que il ne faut pas non plus, rentrer dans quelque chose qui serait une forme de valorisation, parce que je pense qu'il y a quelque chose un petit peu quand même de douloureux et presque de tragique là-dedans. Mais en même temps, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que ça nous dit? Et c'est là où effectivement, comme toutes les catastrophes, cette période qui est pour moi une période au fond de mutation, mais au sens profond du terme mutation, qui veut dire dans l'étymologie et la racine de mutation, il y a mourir. Donc, je pense qu'on est vraiment à un point où on a, comme dit Edgar Morin, on est à un moment carrefour de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, où on est vraiment de cet ordre-là, où on va avoir un choix à faire entre, comme il le dit lui, l'abîme et la métamorphose. Moi, j'aurais envie de dire entre la catastrophe et la métastrophe, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment à ce point où, au fond, on a à faire un choix entre la vie et la mort. Et en choisissant la vie, on a à mourir un certain nombre de choses, et notamment à mourir à des modes de développement, des modes d'être, des modes de faire, un système économique, des modes de production, de croissance et tout, qui nous ont conduits à la situation là où on est.
Mais si on veut faire cette transition sur ces dimensions plus économiques, politiques et autres, on ne pourra pas le faire sans tout un travail de métamorphose et de transition intérieure. Alors oui, je suis complètement d'accord avec vous que ce moment que nous vivons est aussi une opportunité et une chance pour opérer cette mutation. Et si elle n'est pas opérée d'ailleurs, à mon avis, alors là, ça va être encore pire au niveau des conséquences. C'est un des mouvements parallèles entre cette dimension interne et cette dimension externe, c'est que une des choses que apprend la pratique de la méditation, c'est l'art de la transition, l'acceptation de l'impermanence des choses. Et finalement, c'est comme si cette grande métamorphose dont vous venez de parler à l'échelle globale était en fait aussi une invitation à faire sa métamorphose intérieure. Et encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de support pour la méditation, c'est que quelque part, l'engagement écologique est aussi une invitation à faire sa transformation intérieure, non ? Alors, j'aimerais peut-être juste réagir à la notion de support pour la méditation. Parce que justement, pour moi, en fait, la nature et le vivant est plus que ça. C'est pas simplement, voilà, un support pour ma méditation et pour ensuite descendre à l'intérieur de moi. Mais je pense que dans cette transition, cette transformation qu'on a opérée, on a tout ce travail de reconnexion en profondeur à faire avec le vivant. Parce que si on va aux racines de la situation dans laquelle on est, il y a, et ça c'est vraiment par exemple les écopsychologues qui l'ont beaucoup documenté, pour faire simple, parce que ça c'est un processus civilisationnel, il y a une grande déconnexion entre l'être humain et le reste du vivant. Et c'est justement cette déconnexion qui fait que l'être humain, à un moment donné, vit la nature comme extérieure à lui, qu'il l'objective, qu'il en fait une dimension matérielle et qui va ensuite, à travers toutes sortes d'outils avec la technoscience, etc., pouvoir l'utiliser, l'exploiter, l'instrumentaliser. Donc je crois qu'effectivement, la nature peut être un support pour ma propre méditation, mon propre chemin spirituel, ma connaissance de moi-même. Je crois que dans une perspective éco-spirituelle, d'écologie profonde, on a aussi ce travail de reconnexion en profondeur à faire avec le vivant. Et alors évidemment, après, si on médite dans la nature en particulier, et je pense qu'en matière écologique, pouvoir faire ces pratiques de méditation vraiment au cœur du vivant, eh bien, on va en même temps entrer dans une connexion très profonde à partir de cette intériorité dont je viens de parler, avec le vivant, et on va être avec le vivant dans une relation justement de réciprocité, de communion, où ce n'est plus simplement moi qui deviens extrêmement réceptif à ce vivant qui m'entoure, parce que je vais l'écouter, parce que je vais le humer, mais en fait, il va me pénétrer, et puis, en fait, il va lui aussi me parler, m'écouter, me toucher, donc il va y avoir une espèce de mouvement comme ça, de circulation entre lui et moi, et là, on recrée cette intimité, et du coup, on rentre dans une conscience de cette unité profonde avec le vivant, et pour moi, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je deviens aussi plus sensible à ce qui lui arrive. Je ne suis pas simplement conscient intellectuellement des problèmes, mais il me touche. Et puis d'autre part, eh bien, il me donne de la force et de la motivation pour m'engager, pour en prendre soin. Ouais, on rentre ici dans des considérations un peu historiques et pratiques, mais quelque chose qui m'a marqué dans l'évolution de la façon de pratiquer la méditation au cours des millénaires, en réalité, c'est que quand, disons que la méditation de tradition bouddhiste est arrivée avec la figure historique du Bouddha, en fait, la méditation se pratiquait dehors. Le Bouddha, lui, il était dans la jungle, il y a évidemment l'épisode de l'éveil sous l'arbre. Et donc la méditation était en fait historiquement quelque chose qui était complètement immergé dans la nature. Et petit à petit, nos conditions d'existence étant ce qu'elles sont, on a pris l'habitude, en tout cas en Occident, beaucoup de méditer en intérieur, ce qui présente des avantages. Moi, mon enseignant dit toujours, au début, vous méditez à l'intérieur et puis ensuite... Vous pourrez aller gambader dehors. Mais il y a aussi cet aspect où on a un peu perdu, en fait, notre habitude quasiment à méditer au milieu du vivant. Et ça me fait penser à un autre enseignement qui est très présent dans la méditation bouddhiste, qui est de dire que, au-delà du fait que l'individu médite, il y a aussi la vie qui médite à travers nous. Et ce que vous venez de décrire, moi, ça me rappelle beaucoup cette idée que offrir cet espace de méditation au sein de la nature, c'est aussi offrir aux vivants la possibilité de méditer à travers soi, dans son environnement qui lui est propre. Quand je m'engage, qui est-ce qui est aux commandes, en fait, si vous voulez? Pour moi, c'est un peu la grande question.
Est-ce que c'est l'ego qui veut, qui sait, avec avec sa volonté très volontariste, avec son désir de faire que le monde ressemble à ce qu'il a prévu et pensé, quitte à vouloir le faire rentrer dans un programme, un petit peu à le forcer, ou est-ce que, et puis là effectivement ça peut très vite devenir source d'épuisement tout ça, ou bien est-ce que, et c'est là où la méditation rentre en compte, est-ce que, au contraire, ce qui est le moteur de mon action, de mon engagement, c'est quelque chose de plus grand que moi, qui peut être le souffle précisément du cosmos, le souffle de la Terre, l'esprit de la Terre, qui peut être aussi le divin, après quel que soit le nom qu'on donne à ce plus grand que soi. À partir du moment, je pense que la méditation a cet effet-là, à partir du moment où j'ouvre à l'intérieur de moi un espace justement de vide, un espace de silence, où autre chose va pouvoir se manifester et agir. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire la même chose, ce n'est plus moi qui médite, c'est le vivant qui médite en moi, parce que d'une certaine manière, je suis rentré dans une relation de porosité, de communion, de transparence, d'union, d'unité, qui fait que ça circule vraiment et que ça se nourrit, l'un l'autre, et que je suis à ce moment-là animé et habité par un souffle, par une force, par une énergie, quel que soit de nouveau le nom qu'on va donner à cette réalité. Merci beaucoup Michel Maxime pour cet échange qui a permis de poser des questions importantes, je crois, pour toutes les personnes méditantes. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cette question, je vous invite à aller regarder certains des livres de Michel Maxime, et notamment La Terre comme soi-même, Soigner l'esprit, guérir la Terre, ou son dernier ouvrage, Manuel de transition intérieure. Et sachez aussi qu'il existe des ressources sur le site du laboratoire de transition intérieure et sur le site www.trilogie.org. Merci d'avoir écouté Inspire. Ce programme est une coproduction entre l'application de méditation Mind et l'application de podcast Magellan. Vous pouvez retrouver toutes nos précédentes émissions sur ces deux plateformes. À la prochaine. Ciao. Bye bye.